À l'article 2, je suis saisi de deux amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 19, Madame Assassi. Madame Gréaume. Madame Gréaume, pardon. Merci, Monsieur le Président. L'article 2 prévoit l'élargissement des mesures de fermeture des lieux de culte instaurées par la loi SILT et pérennisées par l'article 1er de ce projet de loi. Il s'agit donc d'une déclinaison d'un renforcement des mesures déjà instaurées en 2017. Cet article prévoit la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. Les motifs sont flous et viennent alimenter une police administrative de suspicion. En effet, le champ d'application très large de cette mesure dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et la notion de locaux dépendant du lieu de culte apparaît bien trop floue et susceptible de porter atteinte à la liberté du culte et à la liberté associative. D'autant plus si l'on considère comme quasiment adoptés tous les dispositifs de la loi séparatisme qui s'inscrivent exactement dans la même logique. De plus, l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à adopter cet amendement de suppression. Merci. L'amendement 64 présenté par Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Le présent article 2 prévoit l'élargissement de l'article L227-1 du Code de la sécurité intérieure concernant les mesures de fermeture des lieux de culte. Il s'agit d'une disposition qui renforce les mesures d'une loi particulièrement délicate en matière de liberté d'exercice du culte. Le but étant d'autoriser la fermeture des locaux dépendant du lieu de culte fermé, dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils seraient utilisés pour faire échec à l'exécution de cette mesure. Il relève de la rédaction de ce dispositif que le champ d'application de cette mesure est trop large en ce qu'il dépasse l'objectif de prévention et de lutte contre le terrorisme et que par ailleurs la notion de locaux dépendants du lieu de culte reste beaucoup trop floue. Le groupe écologiste Solidarité et Territoires estime que cet article n'est pas compatible avec les principes de sécurité juridique, du droit et d'intelligibilité de la loi. Nous rappelons en outre que l'administration dispose déjà du pouvoir de dissoudre toute association incitant à la commission d'actes de terrorisme ou de fermer tout lieu constituant une menace pour l'ordre ou la sécurité publique. Nous doutons alors de l'intérêt d'une telle mesure qui apparaît à la fois abusive et superfétatoire. Pour toutes les raisons précitées, nous proposons la suppression de cet article qui est susceptible de porter atteinte à la liberté du culte et à la liberté associative. Avis de la commission sur ces deux amendements. Alors, il s'agit de deux amendements de suppression qui sont par définition contraires à la position de la commission qui, à contrario, avait fait ses propositions lors du dernier débat que nous avons eu sur la question qui proposait d'élargir les fermetures pas seulement aux lieux de culte, mais aux associations ou à des organismes qui avaient des liens, en particulier financiers. Et ça répondait, je l'avais signalé dans les deux rapports que j'avais faits, à des remarques qui avaient été faites notamment par les préfets dans les départements qui constataient qu'il y avait de la radicalisation ailleurs que dans les lieux de culte. Bien sûr, tout ça doit être encadré, ça l'a été dans le cadre du projet de loi, mais par définition, nous y sommes défavorables. Avis du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, c'est un avis défavorable aussi, puisque la disposition que vous proposez de supprimer, elle nous semble nécessaire pour pouvoir assurer le caractère effectif à la mesure de fermeture des lieux de culte telle qu'elle est aujourd'hui prévue par l'article L227-1 du Code de sécurité intérieure et telle qu'elle a été validée d'ailleurs par le juge constitutionnel. Donc les associations qui sont gestionnaires de culte, elles disposent dans la plupart des cas de lieux dépendants du lieu de culte et que cette dépendance, elle soit géographique ou qu'elle soit organique.
Et par suite, en cas de fermeture du seul lieu de culte, ces locaux peuvent être utilisés pour contourner la mesure, pour y organiser le culte avec le risque qu'ils y soient tenus les mêmes propos et diffuser les mêmes théories et les mêmes idéologies à l'origine de la fermeture initiale et faisant ainsi échec à l'exécution concrète de la mesure qui est prévue. Donc il nous semble nécessaire de permettre la fermeture des locaux lorsqu'il existe des raisons sérieuses, évidemment, de penser qu'ils seraient employés pour faire obstacle à la mesure de fermeture prononcée à titre principal. D'ailleurs, le Conseil d'État a reconnu dans son avis sur le projet de loi que ce critère apparaissait adapté au but poursuivi tout en satisfaisant les critères de nécessité et de proportionnalité, et ça conserve ainsi intact l'équilibre entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la nécessaire préservation des libertés religieuses. C'est pourquoi le gouvernement est défavorable à cet amendement. Pas de demande d'explication de vote. Nous allons procéder au vote de ces deux amendements. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces deux amendements ne sont pas adoptés. Un amendement sans rectifier présenté par M. Hay. Oui, merci, Monsieur le Président. Très rapidement, l'objectif de cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l'article 2 dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale. En effet, la modification opérée en commission apparaît emporter une vision à la fois trop large et trop restrictive de la notion des locaux annexes aux lieux de culte concernés. Ainsi, le fait de viser dans les lieux gérés, exploités ou financés directement ou indirectement par une personne gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée conduirait en fait à permettre la fermeture des locaux ne présentant aucun lien avec le motif de fermeture du lieu de culte. Et une telle portée du dispositif sans lien avec la lutte contre le terrorisme est par nature disproportionnée. Par ailleurs, la mention « qui accueille habituellement des réunions publiques » est un peu trop restrictive à notre goût, car elle a pour effet d'exclure de nombreux locaux utilisés pour contourner la fermeture administrative, tels que les bibliothèques, les locaux associatifs destinés à l'accueil des enfants ou encore les centres culturels qui n'accueillent pas habituellement de réunions publiques. Le rétablissement de cet article dans sa version initiale permettra effectivement d'empêcher les contournements d'une mesure de fermeture d'un lieu de culte, tout en garantissant la proportionnalité de cette proportion. Merci. Avis de la commission ? La commission est défavorable, bien sûr, à cet amendement qui rétablit le texte initial venant de l'Assemblée nationale, parce que, contrairement à ce que vous dites, autant dans d'autres amendements, je vais être d'accord avec ce que vous dites, mais la rédaction initiale est imprécise. Je rappelle qu'on a eu une censure du Conseil constitutionnel sur le fait que l'article 24, on disait « policier en opération » et le Conseil constitutionnel dit « c'est pas suffisamment clair et précis ». La rédaction telle qu'elle nous est arrivée est imprécise et la rédaction qui a été proposée par la Commission, de notre point de vue, est beaucoup plus précise. Locaux gérés, exploités ou financés directement ou indirectement par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture a été prononcée. Et on revient donc au motif principal de la fermeture qui est le seul support juridique sur lequel on peut s'appuyer, donc tant sur le fond que juridiquement, avis défavorable. Avis du gouvernement ? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, comme l'a indiqué Monsieur le Sénateur, il nous semble indispensable de rétablir l'article dans sa version adoptée précédemment. Les modifications qui ont été apportées en commission du Sénat, avec tout le respect que j'ai évidemment pour les travaux éminents de la commission, nous semblent conduire à ce que les critères qui permettraient la fermeture des locaux soient à la fois trop larges et trop restrictifs, parce que le critère de gestion, d'exploitation ou de financement nous semble ne pas correspondre aux critères de situation qu'il s'agit de traiter, puisque la fermeture concernerait alors des établissements qui ne présentent aucun lien direct avec le risque de terrorisme qu'il s'agit de prévenir. Donc la mention des seuls lieux accueillant des réunions publiques nous semble, quant à elle, trop restrictive parce qu'elle exclut plusieurs lieux qui dépendent du lieu de culte dont la fermeture devrait pouvoir être autorisée. Donc nous estimons que cet amendement répond parfaitement aux situations qu'il s'agit de traiter sur le terrain et présente des garanties accrues et fermes sur le plan constitutionnel. C'est donc un avis favorable pour le gouvernement. Madame Goulet, pour une demande d'explication de vote. C'était sur l'article, Monsieur le Président. Sur l'article, compte. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sur cet article, nous n'avons pas déposé d'amendement, même si nous nous posons quand même une difficulté concernant des lieux dans lesquels des personnes auraient élu domicile.
nous constatons que si nous l'inscrivions, il y aurait tout de suite des détournements, et c'est pour ça que nous ne présentons pas d'amendement, mais il y a quand même une difficulté dans un cas comme celui-ci. Voilà. Et qu'il faudra bien prendre en compte, même si nous n'avons pas réussi à trouver le moyen de dépasser cette remarque sans inviter tout de suite à un détournement. Voilà. Pas d'autres demandes de parole, pas d'autres explications de vote. Je vais mettre aux voix cet amendement. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'amendement n'est pas adopté. Madame Goulet pour une demande de parole sur l'article 2. Oui, Monsieur le Président, je pense que c'est un article très important, surtout la mention du lien direct ou indirect qui nous manquait à plusieurs reprises, et notamment sur les questions de suivi du financement. Parce que quand il a été question de traquer, enfin de suivre les financements directs ou indirects, nos collègues de la Commission des finances n'avaient pas de référence au lien direct ou indirect, donc je suis très contente que grâce à cet article, ils en aient, ce qui nous permettra de poursuivre les financements irréguliers, les financements des actes et des associations terroristes partout où elles sont. Donc moi, je voterai l'article dans la version, évidemment, de notre commission. Je mets aux voix donc l'article 2. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'article 2 est adopté. À l'article 5, je suis saisi de 2 amendements identiques de suppression qui font l'objet d'une discussion commune. Le 21, présenté par Madame Cukierman. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons avec cet article 5 sur un des grands enjeux qui est effectivement que faire des personnes une fois leur peine purgée. C'est finalement d'ailleurs le législateur majoritaire qui s'est mis dans l'impasse dès 2016 en limitant drastiquement les possibilités d'obtenir des réductions, des aménagements de peine pour ces détenus, dispositions qui ont inévitablement conduit à l'existence des sorties sèches et qui d'ailleurs inquiètent tant aujourd'hui le gouvernement et les parlementaires, mais plus largement la population dans son ensemble. Cet article aménage de fait le dispositif de régime de sûreté à l'encontre des détenus pour des actes de terrorisme et sortant de prison, voté l'été dernier et jugé non conforme à la Constitution dans la décision du Conseil constitutionnel du 10 août 2020. Puisqu'il jugeait c'était une atteinte qui n'était ni adaptée ni proportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Selon nous, renforcer ainsi l'arsenal judiciaire antiterroriste, qui, rappelons-le, est déjà un des plus complets et stricts au monde, diminue l'état de droit en France. Tel est le sens de la suppression de cet article. Madame Benbassa pour le 65. Merci, Monsieur le Président. Cet article est probablement celui qui cristallise le plus d'opposition au sein de ce texte. En effet, il reprend les dispositions de la proposition de loi dite « mesures de sûreté » qui a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020. Avant cela, le Conseil d'État s'était également interrogé sur l'utilité d'une telle mesure de sûreté. On peut ainsi lire dans son avis du 23 juin 2020 « La surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l'application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ». En effet, de nombreuses mesures préexistantes dans notre code pénal permettent d'assurer un suivi post-détention. On peut notamment citer le suivi socio-judiciaire prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du Code pénal. La mesure de surveillance judiciaire prévue, elle, aux articles 723 29 et suivant du Code de procédure pénale, ou encore le suivi post-libération prévu à l'article 721-2 du Code de procédure pénale, entre autres. Si notre groupe entend et prend très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d'actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas
d'apprécier la stricte nécessité des mesures prévues pour y parvenir. Or, en l'état, la présente disposition d'application rétroactive par ailleurs, je le souligne, porte une atteinte excessive aux libertés individuelles. C'est en tout cas l'avis du groupe écologiste Solidarité et Territoires qui s'oppose à la mise en place de cette nouvelle mesure de sûreté. En outre, nous regrettons que ne soit pas prise en compte la situation des prisonniers de droit commun qui se radicalisent au cours de leur détention. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression du présent article. Je vous remercie. Avis de la commission sur ces deux amendements. Nous y sommes évidemment défavorables à ces deux amendements de suppression qui sont contraires à la position de la commission parce que tout l'équilibre de la position qui a été prise par la commission des lois, c'est une mesure judiciaire forte de sûreté, comme je l'ai dit, qui reprend la proposition de loi du président Buffet et Madame Benbassa qui répond complètement à la censure du Conseil constitutionnel de l'année dernière de la proposition ion privé, puisque M. Buffet a repris tous les attendus de cette décision de l'année dernière, qui ne disait pas qu'elle était contre sur le principe la mesure de sûreté, mais qui disait qu'il fallait qu'elle soit encadrée et l'ensemble des critères qui ont été posés par le Conseil constitutionnel sont remplis par la proposition de loi Buffet qui constitue donc l'article 5 du texte que nous examinons. Donc je suis évidemment défavorable à ces deux amendements. Avis du gouvernement. Défavorable, Monsieur le Président. Pas de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix ces deux amendements qui ont reçu deux avis défavorables. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Ces deux amendements ne sont pas adoptés. L'amendement numéro 87, présenté par le gouvernement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Dans la continuité de l'amendement du gouvernement que j'ai pu présenter tout à l'heure, je rappelle le contexte. Cet amendement a pour objet de pouvoir rétablir la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion dans la version qui avait été adoptée en première lecture. Et donc, afin d'assurer le suivi et la prise en charge de ces individus, le gouvernement propose un double dispositif. La prolongation de la durée des MICAS à 24 mois, d'une part, qui vise à pouvoir assurer le contrôle et la surveillance de ces personnes. La création d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, d'autre part, qui a pour objectif de favoriser leur réinsertion et de prévenir la récidive d'actes de terrorisme. Votre commission a jugé utile de réécrire intégralement l'article 5 du projet de loi en créant une mesure judiciaire de sûreté mixte qui comprend des obligations destinées à la réinsertion, d'une part, comparables à celles prévues d'ailleurs dans le projet de loi du gouvernement, et des obligations destinées à assurer la surveillance de la personne, d'autre part, qui se rapprochent quant à elles de celles qui étaient prévues par les MICAS dans leur objet. Toutefois, le dispositif proposé par le gouvernement apparaît, à notre humble avis, plus à même de répondre aux défis qui sont posés par la sortie de détention de ces personnes. Il permet de faire coexister deux mesures au but distinct, mais qui sont toutefois complémentaires. Assurer la surveillance de ces personnes, d'une part, par le prononcé d'obligations et d'interdictions strictes, mais également leur réinsertion, grâce à une prise en charge resserrée par des acteurs spécialisés de la réinsertion. Ce dispositif permet aussi une meilleure articulation avec les MICAS, en évitant toute superposition entre des mesures administratives et la mesure de sûreté judiciaire. Il permet ainsi de renforcer la constitutionnalité de ces dispositions qui doivent pouvoir être mises en œuvre au plus vite. Je rappelle à cet égard que le Conseil d'État a constaté que le dispositif proposé répondait aux exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020. Et pour l'ensemble de ces raisons, le gouvernement souhaiterait le rétablissement de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion dans sa version qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 2 juin 2021. Je vous remercie. Avis de la commission. Nous sommes au cœur du débat qui nous oppose depuis le début, même si on est d'accord sur beaucoup de choses dans ce texte. Et nous avons deux visions différentes. On a déjà argumenté et expliqué que nous pensons vraiment qu'il y a un risque constitutionnel sur l'allongement des MICAS d'1 an. Je redis qu'il est tout à fait possible d'avoir une mesure de sûreté et de prononcer en même temps la première année une MICAS qui permet des mesures de surveillance plus efficientes et plus réactives, comme vous l'avez dit, ce que je ne conteste pas. Mais
Mais donc, nous avons deux visions différentes. Et voilà, le gouvernement souhaite en toute cohérence de rétablir son texte et la Commission souhaite en toute cohérence que le Sénat vote sur sa position, qui est de préférer la mesure de sûreté telle qu'exposée dans la proposition de loi Buffet. Avis défavorable. Pas de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la Commission. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'amendement du gouvernement n'est pas adopté. Un amendement 8 rectifié qui a été retiré, pardon. Le 9 rectifié de Madame Chauvin. Défendu également. Donc, avis de la commission. Avis de la commission. Avis défavorable, je l'ai expliqué déjà plusieurs fois en commission. Gouvernement. Défavorable, Monsieur le Président. D'accord. Le 10 rectifié. Retiré. Retiré. Le 103 présenté par M. Debré au nom de la commission des lois. Avis du gouvernement. Sagesse, Monsieur le Président. Pardon? Sagesse, Monsieur le Président. Pas de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix cet avis qui a reçu un avis de sagesse du gouvernement. Quels sont ceux qui sont pour? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? L'amendement est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 5. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? S'abstiennent. L'article 5 est adopté. Nous passons au chapitre 4 avec sur l'article 19 des prises de parole du rapporteur Olivier Cigolotti. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. La Commission des Affaires étrangères et de la Défense est consciente que ce nouveau régime de communication des archives suscite des débats. Mais nous concernant, nous pensons que l'équilibre atteint nous paraît solide. Vous me permettrez de rappeler 2-3 éléments, Monsieur le Président. La mesure transitoire prévue à l'article 19 du PJL n'entend pas refermer la communication des documents d'archives aujourd'hui librement accessibles. Dès lors, une fois la loi promulguée, il appartiendra aux services d'archives d'identifier les documents. De plus, tous les services publics d'archives disposent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas en 2008, de systèmes d'information archivistique qui permettent une gestion optimale, parce qu'automatisée, de la collecte et de la communication des documents. Par ailleurs, les administrations des archives ont d'ores et déjà entrepris, en parallèle de nos travaux parlementaires en cours, des repérages permettant d'identifier, notamment par le biais de leur description ou de l'identité de leurs producteurs, les fonds d'archives dont les critères de communicabilité seront susceptibles d'être modifiés par la loi en cours de discussion. Enfin, pour l'usager, il nous semble que l'opération sera neutre, puisque les documents pouvant potentiellement relever des nouvelles catégories ne lui étaient déjà pas immédiatement accessibles. Madame Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Je regarde le tableau et je me dis, voilà que plusieurs groupes de couleurs politiques différentes ont présenté quasiment le même amendement qui avait pour but d'arriver à une rédaction qui satisfasse les premiers concernés par cette mesure, à savoir les historiens, chercheurs et archivistes. Voilà que l'intérêt de ces amendements était de faciliter le travail de ces personnes qui contribuent à notre mémoire collective en sanctuarisant l'accès aux archives publiques. Et voilà que cette majorité, ainsi que le gouvernement, ne souhaitent pas aller dans ce sens. Étant moi-même chercheuse et historien, je ne peux que le regretter. Là, le privilège des démocraties, c'est de laisser leurs historiennes et historiens écrire le passé en regardant le présent. Et il n'existe pas, à ma connaissance, d'historiens qui veuillent mettre en danger, écrire
des livres d'histoire mettant en danger la sécurité, la sûreté nationale de son pays. Et je tiens à ajouter qu'on ne rentre pas aux archives les mains dans les poches. On vérifie votre identité, votre inscription dans une université, un centre de recherche ou votre enseignement dans une université. Ou pour les étudiants, il faut montrer qu'ils font des thèses et ce ne sont pas les terroristes qui fréquentent les archives dans n'importe quel pays d'ailleurs. Alors on ne comprend pas pourquoi cet article 19 apparaît dans ce texte. Il n'a pas sa place. Rappelons aussi que l'accès aux archives publiques est un droit constitutionnellement garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et découlant de son article 15. Le principe de base est donc celui de la libre communicabilité des archives publiques. Nous observons que ces restrictions ne font pas du tout honneur à notre pays et à la recherche et à la science. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la rédaction actuelle de cet article 19 et nous regrettons une fois de plus que le gouvernement et la majorité sénatoriale ne s'interrogent pas sur leur positionnement quand un amendement comme celui-ci fait l'objet d'une démarche transpartisane. Merci, chers collègues. Merci. Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je me suis exprimé tout à l'heure au nom de la Commission de la Culture. Je vais maintenant vous donner mon opinion à titre absolument personnel. Mais en tant qu'ancien conservateur du patrimoine, parce que les archives, c'est d'abord notre patrimoine historique et c'est essentiel de s'en souvenir. Je voudrais adopter ici un point de vue pratique et je vous demande pour quelque temps de vous mettre dans la peau d'un chercheur, d'un historien qui va aller aux archives et demander un document de plus de 50 ans classé et non classés, parce que les dispositions que vous allez nous présenter touchent aussi les documents non classés. Le service d'archives qui va recevoir sa demande va aller vers le service héritier du service émetteur il y a 50 ans de cela, pour lui demander si le document rentre dans les 4 catégories et si le délai flottant, comme par exemple l'arrêté de désaffectation du monument, de l'infrastructure, a été pris ou pas. Et ensuite, il y aura un retour vers le chercheur. Lors des auditions que nous avons faites, les services des archives nous ont dit leur grande crainte que les services émetteurs de ces documents ne répondent pas. Non pas par volonté de cacher quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'ils ne seront pas en l'état d'avoir la connaissance exacte de leurs documents. Madame la ministre, le service historique de la Défense gère remarquablement bien ses archives. Et il est en effet en capacité de nous dire sur les 660 000 archives classées de plus de 50 ans, combien il y en a qui pourraient rentrer dans cette catégorie, c'est environ 60 000. Au nom du gouvernement, il faudrait que vous nous donniez ici pour les autres ministères l'engagement que le travail remarquable qui a été fait par le service historique de la Défense sur l'analyse et le récollement précis de ces archives, il faudrait que vous nous disiez au nom du gouvernement que ce travail va être accompli par tous les ministères qui n'ont pas versé leurs archives aux archives nationales et qui détiennent, pour certains d'entre eux, des archives de la Seconde Guerre mondiale qui ne sont toujours pas récoltées. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, d'avoir respecté le temps. Madame la ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance afin d'achever l'examen de ce texte. S'il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. Donc nous entamons 9 amendements en discussion commune. Le 106 tout d'abord de la Commission, Madame la rapporteure.
Oui, merci Monsieur le Président. Alors, la Commission des lois a considéré que l'article 19 tel qu'il était présenté permettait un équilibre substantiel entre le Code du patrimoine et le Code pénal, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un conflit entre ces deux textes. Je voudrais d'abord en préambule vous dire que la communication des documents classés secret défense, quand elle est autorisée ou de plein droit au bout de 50 ans, n'est pas une communication réduite aux chercheurs et aux historiens, mais bien une communication ouverte à tout le monde. Premièrement, le dispositif tel qu'il est prévu aujourd'hui prévoit une communication de plein droit au bout de 50 ans qui effectivement lève et s'oppose à l'instruction 1300 dont le rapporteur public au Conseil d'État l'autre jour a montré les limites et a fait part de sa volonté d'annulation de cette instruction, mais qui, de toute façon, n'aura plus cours dans la mise en place de cet article 19. Les documents sont donc communicables de plein droit au bout de 50 ans, sauf ceux qui relèvent d'une des 4 catégories fixées à l'article 19 et pour lesquels il y aura une communicabilité glissante en fonction, effectivement, soit de leur perte de valeur opérationnelle, soit d'un acte qui déclasse ou qui ne reconnaît qu'ils n'ont plus d'utilité pour les forces armées, notamment concernant le matériel de guerre. On voit donc que ces documents pourront être communiqués au fil de l'eau en fonction, dès lors qu'ils ne répondent plus aux objectifs visés. Ce qui importe, effectivement, Madame la Ministre, c'est que l'inventaire ou le récolement soit fait régulièrement pour qu'il y ait une mise à jour des documents qui sont en stock et des documents qui deviennent communicables pour être sûr qu'ils rentrent toujours dans les catégories protégées. Et cette demande d'inventaire, elle va être nécessaire. Il va falloir que les services s'engagent à faire le travail pour limiter les documents protégés aux 10% à peu près aujourd'hui concernés par cette protection. Donc c'est pour cette raison que nous pensons à la Commission des lois que le dispositif tel qu'il est prévu à l'article 19 est satisfaisant et équilibré, sous réserve, et c'est l'objet de cet amendement 106, de quelques précisions rédactionnelles et de précisions notamment sur les caractéristiques techniques de certains bâtiments protégés par l'article, en intégrant celle des barrages hydrauliques de grande dimension et en prévoyant la possibilité de communication de ces documents en cas de désaffectation partielle d'un bâtiment. Rapporteur, alors 5 amendements identiques, le 6, Madame Delattre. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. L'article 19 de ce projet de loi fixe le régime juridique de la communicabilité applicable aux archives intéressant la défense nationale, en fixant comme principe, je cite, que toute mesure de classification prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet devient communicable de plein droit. Mais surtout, ce dispositif aménage des exceptions pour lesquelles, au-delà d'un délai de 50 ans, l'accès pourrait demeurer restreint sans que la loi ne définisse clairement quand et comment serait finalement levée cette restriction. Bien entendu, nous comprenons l'impératif lié à la défense nationale dans la mesure où les documents concernés sont d'une particulière sensibilité et que leur communication prématurée pourrait être de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la nation. Toutefois, le dispositif retenu ne propose pas les garanties attendues permettant aux archivistes, aux historiens, aux chercheurs universitaires d'être en mesure d'exercer leur métier au service de la mémoire collective. La forme conférée à l'article 19 dans cet allongement au-delà de 50 ans est insuffisamment encadrée, tant dans le nombre de documents concernés par l'allongement des délais de communication, qui n'est pas marginal, que dans son implication, qui posera d'évidentes difficultés aux archivistes devant apprécier quel document a valeur opérationnelle ou non. Aussi, cet amendement propose que la prolongation de la durée d'incommunicabilité présente un caractère exceptionnel et soit justifiée par une menace grave pour la sécurité nationale en cas de divulgation du document. Cela imposera à l'administration d'apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d'incommunicabilité, laquelle se fera à travers un délai standardisé de 10 ans, susceptible d'autant de prolongations nécessaires. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Le 37, le président Laurent, identique.
Oui, merci Monsieur le Président. En plus de ce que j'ai dit dans mon intervention, je voudrais insister sur une chose. Madame la rapporteure, vous nous dites en reprenant en fait l'argumentation gouvernementale qu'il y a un équilibre, mais c'est précisément là qu'il y a un déséquilibre dans ce qui est... Vous déséquilibrez profondément la loi de 2008 en inversant l'ordre des facteurs. Donc, si nous ne définissons pas de manière précise les critères susceptibles d'appeler une prolongation du délai, eh bien, nous entrons pour une masse d'archives considérable dans une procédure inverse où il va falloir demander l'accès à ces archives sans qu'on connaisse avec précision ni le délai de prolongation et, comme ça a été dit par mon collègue Jean-Pierre Sueur, en laissant à la discrétion d'une autorité administrative la décision d'autoriser cette communication. Donc c'est une mise en cause grave du principe de communication de plein droit après le délai de 50 ans. Et c'est ce qu'a rappelé avec beaucoup de force le Conseil d'État très récemment. Donc c'est ça que nous contestons et nous pensons que la rédaction actuelle n'apporte pas les garanties suffisantes. Et c'est le sens des amendements convergents de différents groupes qui, au contraire, rendraient les choses plus claires et donneraient de réelles garanties de travail. Et si nous ne le faisons pas, nous allons compliquer le travail. Je ne prends qu'un exemple de ce qui ne serait plus possible de faire. Eh bien, un historien connu, Jean-Noël Jeannet, qui n'est autre que le président du prix du livre d'histoire du Sénat, avec lequel nous étions dans les jardins du Sénat il y a quelques jours, ne pourrait pas écrire, s'il ne pouvait pas accéder à ses archives, le magnifique livre qu'il a écrit sur l'attentat de Clamart. Eh bien, ce type de travail-là a besoin d'accès à ces archives-là et beaucoup d'historiens ne pourraient plus travailler dans de bonnes conditions. Donc ne tournons pas le dos à la communauté des historiens, à la communauté des archivistes, à la communauté des scientifiques et corrigeons, pendant qu'il est encore temps, l'amendement, l'article 19. Merci. Merci. L'amendement 52 identique, Monsieur Sueur. Oui, Madame la Ministre. Vous connaissez notre grand attachement à la recherche. Je crois que vous le partagez. Vous connaissez les universités, Madame la Ministre. Vous savez très bien que si cet article présenté par le gouvernement était adopté, vous porteriez cela comme quelque chose qui porterait préjudice pendant très longtemps. Donc il est encore temps, il est temps ce soir d'accepter ce qui est proposé par 5 collègues au nom de 5 groupes, sans compter tous ceux qui n'ont pas déposé d'amendement, mais qui sont attachés à ce que nous défendons. Voyez-vous, ce que nous défendons est simple. Et comme l'a dit Pierre Laurent, vous savez, on aurait pu mettre comme exposé des motifs ce qu'a dit le rapporteur du Conseil d'État le 16 juin dernier. Très franchement, c'est lumineux. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir si ça ne vous a pas incité à la réflexion, Madame la Ministre. Alors, notre dispositif est très simple. 50 ans, c'est le droit commun. Très bien. Sauf si il y a une circonstance qui a un caractère exceptionnel. Ça ne peut pas être la norme. Exceptionnel. Si la divulgation des informations représente une menace grave pour la sécurité nationale. Et on vous demande dans ce cas-là de le justifier. Et on dit que dans ce cas-là, il peut y avoir une prolongation pour 10 ans. Et dans 10 ans, après, on en reparle, ça peut être prolongé de 10 ans en 10 ans. C'est donc un processus responsable. Nous savons qu'il y a des intérêts de la sécurité nationale, nous ne le nions pas. Mais nous n'ouvrons pas la porte à ce qui serait des mesures totalement discrétionnaires, à ce qui serait une fermeture des dossiers pour la recherche scientifique, à ce qui serait vraiment le contraire de cette loi de 2008 que nous avons défendue avec passion et qui est aimée par toute la communauté des historiens. Alors, Madame la Ministre, j'espère vraiment que nous allons vous convaincre. Je l'espère de tout cœur. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Donc, nous passons à l'amendement 85.
Monsieur Toussu. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, l'accès aux archives dépasse le seul cadre du travail historique. C'est un enjeu démocratique. Les archives du monde d'hier permettent de comprendre celui d'aujourd'hui et de bâtir celui de demain. En la matière, notre Constitution est claire avec l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui déclare que la société a le droit de demander des comptes à tout agent public de son administration. Ce principe a valeur constitutionnelle et se heurte bien sûr à la nécessaire préservation des intérêts fondamentaux de l'État. Cet équilibre entre ces deux nécessités a été atteint par les deux lois, celle de 1979 et celle de 2008. Le législateur a posé un principe simple, les archives sont communicables de plein droit au bout de 50 ans, hormis les plus sensibles, liés notamment au nucléaire, qui ne doivent pas être communiqués. Or, ce consensus a été récemment remis en cause, tout d'abord par l'instruction générale interministérielle 1300, qui a contraint à une déclassification, c'est-à-dire à une décision administrative, avant que les archives ne deviennent pleinement communicables, puis par le présent article du projet de loi qui, à l'inverse de l'analyse du gouvernement et de la commission des lois, qui y voit une large ouverture des archives intéressant la défense nationale, prévoit au contraire de nouvelles exceptions sans délai maximum à la communicabilité des archives dans des domaines aussi variés que les barrages hydroélectriques ou les procédures des services de communauté de renseignement. Le Conseil d'État, dans une audience publique du 16 juin, a reconnu par la parole de son rapporteur que l'IGI 1300 et donc par conséquent le présent article du projet de loi n'était que des subterfuges destinés à entraver les travaux historiques, notamment sur la guerre d'Algérie, et que la nécessité de déclassification était une invention qui, en plus, occasionnerait des surcoûts conséquents pour le contribuable. La présence de cet article 19 en l'état est inacceptable pour le travail historique, pour les relations entre les citoyens et leur histoire, et pour la respectabilité de notre République. Comment justifier la présence d'un article qui limite autant l'accès à des parts importantes de notre histoire collective dans un texte ayant pour objectif de lutter contre le terrorisme ? Cet amendement, fruit d'une discussion avec les historiennes et historiens respectueux des principes constitutionnels et de l'esprit des lois de 1979 et 2008 et soucieux de protéger les intérêts fondamentaux de l'État, vous propose une position d'équilibre transpartisane et consensuelle. Collègue, le 94, Madame Morin-Desailly. Oui, je ne vais pas prolonger trop longtemps les débats, simplement pour dire qu'il y a bien eu un déséquilibre d'introduit par rapport à ce qui avait été en 2008. Je tiens à le souligner et dire que c'est préjudiciable au principe, en effet, de libre communicabilité des archives. Alors, à travers cet amendement, ce que l'on souhaite, finalement, c'est quelque peu encadrer le nouveau mécanisme, et il a pour but simplement de réécrire une partie de l'article afin d'affirmer qu'une prolongation telle qu'elle est énoncée de cette durée d'incommunicabilité doit présenter un caractère exceptionnel et qu'elle doit être justifiée par le fait qu'une telle divulgation des informations contenues dans le document représente une menace grave pour la sécurité nationale. Par ailleurs, l'amendement impose en outre à l'administration d'apporter des éléments suffisants pour justifier de cette nécessité de prolonger la durée d'incommunicabilité dans la mesure où il s'agit d'une exception au régime de communicabilité de plein droit et prévoit, dans un but de simplification, un délai standardisé de prolongation des délais de communicabilité de 10 ans, susceptible de prorogation pour autant de périodes de durée similaire en considération de la sensibilité du document. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'il ne s'agit en aucun cas de ne pas prendre en compte les impératifs de défense nationale. Nous sommes d'ailleurs favorables à l'élargissement du régime de dérogation, ce n'est pas ça la question, mais le mécanisme tel qu'il est désormais instauré ne va pas dans le bon sens. Tout simplement, nous aimerions inverser le système. Voilà. Merci, chers collègues. 2 amendements identiques, le 3, la présidente Delattre. Madame Guillotin. Monsieur le Président, mes chers collègues, j'aimerais juste attirer votre attention sur l'une des principales difficultés auxquelles se heurtent les chercheurs dans l'accès aux archives. Lorsqu'un refus de communication ne paraît pas justifier la démarche contentieuse pour obtenir l'annulation de la décision de refus est particulièrement longue. Il faut d'abord saisir la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, pour ensuite recourir en annulation devant le juge administratif. Concrètement, cette durée de procédure a comme conséquence de former obstacle à la réalisation des travaux de recherche, spécialement pour les étudiants de master ou les doctorants, qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité, souvent à peine de quelques mois. Durant
d'autant que les réformes des calendriers universitaires ont le plus souvent conduit à ce que ces travaux de recherche soient réalisés dans la précipitation et rendus avant l'été, non plus après, comme c'était le cas il y a encore quelques années. Dans ces conditions, le présent amendement vise expressément à prévoir que le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication, ce qui permettra d'obtenir une décision rapide et donc de lever l'aléa de ce délai. Ce recours permettrait d'astreindre l'administration à communiquer les documents dans le cas où la commission d'accès aux documents administratifs aurait donné un avis favorable à cette communication. Merci. Amendement identique le 95, Madame Morin-Desailly. Oui, je considère qu'il est défendu. Merci. Le 101, Monsieur Hay. Oui, Monsieur le Président. Très rapidement, donc, le précédent amendement propose de rectifier une apparente redondance au sein de l'article 19 relatif au régime de communicabilité des archives classifiées. En effet, pour désigner les services de renseignement du second cercle, l'alinéa 9 de l'article 19 évoque, je cite, « les services de renseignement mentionnés à l'article L811-4 du Code de sécurité intérieure, désignés par décret en Conseil d'État », avant un petit peu plus loin de préciser dans une seconde phase, notamment afin de circonscrire le champ des services du second cercle concernés par le dispositif, qu'un décret en Conseil d'État définit les services de renseignement concernés. Donc si ce second renvoi à un décret permet de limiter le champ d'alimentation de la disposition s'agissant des services du second cercle, le premier renvoi à un décret pour désigner les services du second cercle apparaît, lui, dans sa rédaction actuelle, redondant avec la rédaction de l'article 811-4 du Code de sécurité intérieure, qui renvoie lui-même la définition de l'article de ces services à un décret de Conseil d'État. Donc le présent amendement propose simplement de clarifier le dispositif. Merci. Madame la rapporteure. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, sur les 5 premiers amendements communs, nous émettrons un avis défavorable dans la logique de ce que j'ai déjà expliqué tout d'abord. D'abord, parce que la prorogation du délai des documents présentés, ça ne concerne que ceux qui représentent une menace grave pour la sécurité nationale. Et nous pensons que ce n'est pas pertinent, car c'est trop restrictif. La protection doit s'appliquer aussi à des documents qui permettent à la France d'avoir un avantage stratégique sur d'autres pays, notamment les études qui sont faites autour des techniques. Et ah oui, mais c'est flou dans un sens comme dans l'autre. De même, le système qui renvoie à un examen tous les 10 ans, les documents concernés, nous paraît être trop rigide et surtout moins favorable que le système qui est proposé actuellement dans l'article 19, qui est un système glissant, qui permet de rendre communicables des documents au bout de 2, 3, 4, 19 ou 20 ans, et donc pas uniquement à date butoir, ce qui permet, à notre avis, d'être plus favorable à la communication des documents. Sur les barrages hydrauliques de grande dimension, nous sommes d'accord. Enfin, je vous rappelle qu'il existe quand même un régime de communication anticipée qui permet aux chercheurs qui le souhaitent de demander, alors que les documents sont encore protégés, la communication de ces documents, et cette procédure est très efficace. Enfin, à l'initiative de la Commission des affaires culturelles, je vous rappelle qu'a été introduit dans le texte l'obligation d'information des chercheurs des délais de communicabilité des archives, ainsi que la faculté de demander un accès anticipé à ces archives. Pour ces raisons, nous émettrons un avis défavorable sur ces amendements. Sur les amendements 3 et 95, alors ce n'est pas ceux qui ont été présentés, ça ne concerne pas la CADA, mais le délai maximal de 100 ans à compter duquel l'ensemble des documents intéressant la défense nationale seront communiqués. Là aussi, 95. Non, et là, nous sommes sur les 100 ans. Et bon, sur les 3 et 95. Donc, ce sera un avis défavorable sur la CADA, excusez-moi. Voilà, c'est contraire de toute façon à la position de la Commission, parce que le contrôle du juge doit toutefois être entier.
Et donc, c'est un contrôle de proportionnalité qui doit permettre de peser le pour et contre, d'une part, les intérêts du demandeur, celui qui souhaite accéder à ces documents, et d'autre part, la préservation de notre souveraineté. Un contrôle trop rapide du juge dans le cadre du demandeur aurait pour conséquence de faire attendre la décision de juridiction, ce qui ne serait pas efficace. Et dans le cas contraire, ce serait trop tard. Donc, ce sera un avis défavorable. Et l'amendement de M. Hay, ce sont des améliorations rédactionnelles. Nous donnons un avis favorable. Merci. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous arrivons à une discussion extrêmement sérieuse et qui a été traitée avec beaucoup de sérieux, car le sujet le mérite. Alors, ce que je voudrais peut-être vous dire avant de répondre point par point aux différents arguments que vous avez soulevés, les uns et les autres, c'est que nous partageons un objectif commun. Cet objectif, c'est que nous souhaitons, je crois, tous, sur les bancs de cet hémicycle et sur le banc du gouvernement, faciliter l'accès des citoyens aux archives classifiées de plus de 50 ans. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes d'accord sur cet objectif. Les mesures de classification dont font l'objet ces archives prendront donc automatiquement fin à l'échéance de ce délai. Et j'ajoute que le fait qu'un tampon de déclassification n'ait pas, le cas échéant, été apposé sur le document ne sera plus un obstacle. Ce qui veut dire que, très concrètement, le travail des services d'archives et celui des chercheurs... Madame Benbassa, je n'ai pas commencé mon explication que vous faites des commentaires pour dire que ce que je dis n'a pas de sens. Laissez-moi au moins aller jusqu'au bout. Si c'est la langue de bois, je m'arrête. Bien. Donc, je disais que nous partageons un même objectif, un objectif de facilitation de l'accès aux archives de plus de 50 ans, que sur un plan pratique, le fait qu'il n'y ait pas de tampon de déclassification sur un document ne sera plus un obstacle à l'accès à ces archives, et qu'enfin, comme cela a été dit par un certain nombre d'entre vous, au-delà des aspects législatifs, il y a une dimension pratique d'accessibilité liée à la facilité avec laquelle on classe, on ordonne ces archives afin que les chercheurs, les historiens, le public puissent y accéder. Donc ce que je veux vous dire pour commencer, c'est que nous partageons absolument ces deux objectifs qui consistent à avoir un système législatif qui permette cela et que concrètement, nous puissions mettre à disposition ces archives à tous ceux qui souhaitent les consulter. Simplement, comme cela a été aussi rappelé, il faut garantir la protection des archives qui sont les plus sensibles, et ceci tant que cela est nécessaire à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de l'État. Et ça, ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est la Constitution qui l'exige, et cela a en effet été rappelé par le rapporteur public devant le Conseil d'État. Le rapporteur public devant le Conseil d'État a repris les grandes lignes de la loi de 2008 dont il a été rappelé que c'était une grande loi, c'est tout à fait juste, mais cette loi ne ménage pas une conciliation équilibrée entre le droit d'accès aux archives et la nécessité constitutionnelle de protéger les intérêts fondamentaux de la nation. Car dans certains cas très particuliers, l'expiration de ce délai de 50 ans ne met pas fin à la sensibilité des documents et ne met pas fin à la nécessité de différer sa communication. Et c'est donc en lien étroit avec le ministère de la Culture, en lien étroit avec les historiens, après une concertation très approfondie. Mais
Ceci vous ennuie peut-être, mais je vous décris le processus par lequel ce travail a été élaboré. Je ne suis pas en train de dire que nécessairement toute la communauté des historiens y souscrit. Je vous demande simplement d'entendre qu'un large panel d'historiens y a participé. L'association Josette et Maurice Audin y a participé. L'association des archivistes français, l'association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur de la recherche. C'est comme ça. Voilà, cette concertation, elle a eu lieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'opinion dissidente dans cette communauté. Je dis que cette concertation, elle a eu lieu sérieusement et elle a eu lieu sous l'égide du ministère de la Culture. Bien. Donc, il a fallu mettre au point un système légal permettant de concilier ces différents objectifs. Et c'est dans cette perspective que nous avons essayé d'identifier, en les circonscrivant au plus juste, 4 nouvelles catégories de documents pour lesquels il n'est pas possible de fixer par avance un délai au-delà duquel toute sensibilité aurait disparu. Alors, je n'ai pas le sentiment que d'ailleurs vous contestiez vous-même cette impossibilité, puisque les amendements qui ont été présentés, tout de même que le texte du gouvernement, de prolonger autant que nécessaire cette incommunicabilité de certains documents est prévu. Cependant, alors que le gouvernement défend l'instauration d'un délai glissant qui expire automatiquement au moment où le document considéré perd sa sensibilité, ce qui est proposé dans les amendements qui ont été défendus, c'est une prolongation expresse du délai d'incommunicabilité par tranche de 10 années. Je crois refléter, monsieur le sénateur, l'amendement que vous avez présenté. Alors, moi, je comprends tout à fait la démarche, encore une fois, qui est la vôtre et qui vise à répondre à un certain nombre de craintes. Bien. Et je vais essayer de les lever méthodiquement les unes après les autres. Je ne sais pas si j'y parviendrai, mais je vais essayer de le faire. Tout d'abord, la prolongation de la durée d'incommunicabilité, elle restera exceptionnelle. Et cela est garanti par le caractère ciblé et résiduel des catégories de documents pour lesquels une prolongation sera possible. La définition de ces catégories a été calibrée au plus près des besoins dans le cadre de ce processus que je rappelais à l'instant de consultation et de concertation, qui a d'ailleurs, j'insiste aussi sur ce point-là, conduit à des évolutions du texte. Je puis vous garantir que le texte initial sur lequel le gouvernement avait travaillé était très différent de celui auquel finalement nous avons abouti lorsque le projet de loi a été soumis au Parlement. Donc c'est aussi la preuve que les opinions et les préoccupations ont, je crois, été prises en compte. Par ailleurs, vous semblez penser que les historiens pourraient trouver un avantage à ce que soit appliqué ce délai de prolongation par tranche de 10 ans, plutôt qu'un délai qui vise à protéger un document le temps strictement nécessaire à la préservation des enjeux de sécurité nationale. C'est bien de ça dont nous parlons. Alors, moi, je voudrais dire une chose, c'est que l'amendement prévoit en effet que ce délai pourra être renouvelé sans limite, mais surtout, il me semble que vos amendements, devrais-je dire, donnent de moindres garanties aux chercheurs. Parce que si un document perd sa sensibilité, il faudrait en effet attendre l'expiration de ce délai de 10 ans pour qu'il devienne communicable. Alors qu'en application du texte qui vous est proposé par le gouvernement, un document deviendra communicable à l'instant même où il perdra sa sensibilité. Et en ce qui concerne les armes ou les équipements, par exemple, c'est tous les ans que le gouvernement actualisera la liste des documents accessibles. En ce qui concerne les bâtiments,
c'est dès leur désaffectation que leurs archives deviendront communicables. Autre point qui a été soulevé, c'est la mise en cause de la constitutionnalité de l'article 19, en raison du fait que les cas de prolongation envisagés ne sont pas limités aux documents dont la divulgation représenterait une menace grave pour la sécurité nationale. Alors sur ce point, là aussi, je voudrais essayer de vous rassurer, car le Conseil d'État n'a émis aucun doute quant à la constitutionnalité de ces dispositions. Et si certains commentateurs ont cru pouvoir déceler une opinion contraire dans les conclusions qui ont été prononcées il y a 2 semaines au contentieux devant le Conseil d'État, je peux vous affirmer que ceci est tout à fait faux, inexact, car au contraire, ces conclusions appellent à une conciliation des principes constitutionnels qui sont ceux en présence et qu'opère l'article 19. Pour terminer, car je suis longue, je voudrais insister sur 2 conséquences délicates du texte qui résulterait de l'adoption de vos amendements. D'abord, il contraindrait les administrations à identifier a priori tous les documents devant bénéficier d'une prolongation de leur incommunicabilité. Or, vous le savez, pour ceux qui fréquentent les archives, les bordereaux de versement aux archives ne sont souvent pas renseignés pièce par pièce. Et quant aux documents qui se trouvent toujours détenus par les services qui les ont produits et qui sont également des archives publiques, ils n'ont vraisemblablement jamais fait l'objet d'un quelconque inventaire. Cela signifie qu'il faudra rechercher, puis passer en revue l'ensemble des documents susceptibles de bénéficier d'une prolongation à l'issue du délai de 50 ans, puis tous les 10 ans. Et pour les services, la tâche, vous le comprenez, sera immense et ne pourra pas être menée à bien sans un renfort humain extrêmement conséquent. Et les risques que le système s'enraye au détriment des chercheurs et des historiens est tout à fait conséquent. Donc, je voudrais insister sur le fait que ce système, celui que vous proposez, est très lourd et qu'il pourrait lui-même s'avérer imparfait, puisqu'inévitablement, des documents sensibles pourraient échapper à cette revue et il n'y aurait aucune corde de rappel qui permettrait d'éviter leur diffusion et les conséquences potentiellement graves de cette diffusion. Toutes ces raisons pratiques qu'expriment, je le dis avec une certaine solennité, avec force, les 3 services d'archives de l'État, méritent, je le crois, votre attention. Donc, encore une fois, nous partageons des objectifs communs, mais je ne partage pas l'analyse selon laquelle les amendements dont la discussion groupée vient d'intervenir permettraient d'y remédier de façon satisfaisante. Et pour ces raisons, j'y suis défavorable. Merci Madame la Ministre. Ça veut dire que vous êtes défavorable au 106 de la Commission ? Pas du tout. Vous avez raison, Monsieur le Président, de me rappeler à l'ordre, car je serai favorable à l'article 106 sous réserve de l'adoption de l'amendement 101 rectifié. Merci. Donc, j'ai plusieurs demandes d'explication de vote. Monsieur Lafont, le président Lafont. Oui, Monsieur le Président. Finalement, ce qui était à craindre arrive, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas de consensus sur cet article 19 et sur ce sujet à la fois complexe et sensible des archives, pour les raisons que vous avez évoquées, Madame la Ministre. C'est qu'il y a 2 logiques qui se confrontent ou qui s'affrontent. La nécessité de préserver les enjeux de sécurité nationale et aussi l'enjeu démocratique d'accès aux archives et à travers les archives notre histoire. Je ne crois pas qu'on peut aborder un sujet comme cela de cette manière. Cet article 19, inscrit dans un texte qui a peu de choses à voir, montre bien une forme de précipitation pour aborder cette question. Et les échanges que vous avez eus, le temps que vous avez consacré, vous avez peut-être, d'ailleurs je réfléchissais, je crois que vous avez consacré plus de temps à répondre aux amendements sur l'article 19 que vous en avez consacré sur les 18 premiers articles. Ça prouve bien qu'il y a débat.
Ça prouve bien que cet article 19 n'est pas un article d'équilibre. Or, sur un sujet d'une sensibilité, d'une complexité telle, je pense qu'on ne peut pas avancer sereinement si on ne trouve pas un équilibre. Et la façon dont c'est abordé, dans la précipitation, parce qu'on le sait, il y a cet recours au Conseil d'État qui fait que le Conseil d'État va se prononcer et que vous avez souhaité, c'est votre droit bien entendu, essayer de trouver une solution législative en prenant le premier véhicule législatif qui se présentait. La façon dont ce sujet est abordé ne permet pas de clore le débat. Je crois au contraire, nous verrons, mais je crois que si cet article 19 est voté en l'état, vous n'aurez pas apaisé les craintes des historiens, vous n'aurez pas apaisé les craintes d'un certain nombre de sénateurs ici présents, et la question se reposera sans doute assez rapidement, parce que nous n'avons pas trouvé une solution qui permette de conjuguer les deux contraintes que vous avez énoncées. Je regrette, et je le dis devant mes collègues de l'ensemble des commissions, parce que les trois rapporteurs des commissions concernées avaient fait un travail de qualité, justement pour trouver une voie d'équilibre, une voie de passage, sur la base tout simplement que cet article 19 dans sa rédaction n'était pas satisfaisante. Je regrette malheureusement que cette solution d'équilibre que nous avions fini par trouver, même si nous n'étions pas, je le reconnais, complètement satisfaits au niveau de la commission culture, je regrette que cette solution d'équilibre à travers cet amendement de la commission des lois ne soit pas présentée ce soir. Merci, Monsieur Paco. Pardon. Dans la lignée du président Lafont, permettez-moi, Madame la Ministre, d'exprimer une opinion dissidente. C'est votre terme, et j'avoue qu'il m'a un petit peu choqué. Une opinion dissidente en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'agrégé d'histoire. Il me semble que les démocraties les plus matures, les plus solides, sont celles qui n'ont pas peur de regarder leur histoire et leur passé en face. Alors, il peut effectivement y avoir une nécessité parfois d'instaurer un délai, pour des raisons de sagesse notamment. Mais la loi de 2008 me semble tout à fait satisfaisante. Et cet article 19, il me pose personnellement beaucoup de problèmes. Je ne le voterai pas. Et je pense sincèrement que tout ce qui peut compliquer l'accès aux archives, tout ce qui va rendre opaque ou fissurer le miroir dans lequel doit se regarder une nation, est dangereux pour la nation. Merci, cher collègue. Monsieur Ouzoulias. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je vais être de nouveau très technique, Madame la Ministre. Vous nous avez dit que les trois catégories introduites par ce nouveau régime dérogatoire ne concernaient que des documents classifiés. Je ne pense pas, ce n'est pas ce que dit le texte. Et je vais vous prendre juste un exemple. Les plans du barrage de Bort-les-Orgues, que je connais un peu par ailleurs, qui est un barrage qui n'est pas désaffecté, je vous rassure tout de suite, la Dordogne est toujours retenue derrière. Ces plans, aujourd'hui, sont disponibles aux archives de la Corrèze et aux archives du Cantal. Je les ai téléchargés avant de venir. Est-ce que, du fait de ce texte de loi, je vais être soumis au régime imposé par le code pénal? Est-ce que je risque, en divulguant les plans du barrage de Bort-les-Orgues, une sanction pénale? Il faut que vous nous répondiez là-dessus, parce que des documents non classifiés qui étaient disponibles avant ne vont plus le devenir. Quelle va être la situation des chercheurs qui les ont utilisés et qui ne pourront plus les publier alors qu'ils appuient leur travail scientifique? C'est une question fondamentale. Par ailleurs, je conteste ce qui a été dit. Le rapporteur public du Conseil d'État a clairement indiqué que, selon lui, il n'y avait pas de primauté du code pénal sur le code du patrimoine et que, en l'état, la loi de 2008 était satisfaisante et que vos services pouvaient protéger la sécurité nationale sur la base, en effet, des principes constitutionnels. Ce que la commission de la culture et les collègues vous proposent, c'est le système américain. Et je ne crois pas que les États-Unis, dans ce domaine, facilitent la divulgation des secrets de leur défense nationale. Et c'est le système que vous nous indiquez dans votre étude d'impact. Aux États-Unis,
Ces documents sont librement consultables après un délai. Et ensuite, ce sont aux administrations d'indiquer aux chercheurs et aux lecteurs ce qui devient communicable de plein droit et ce qui ne l'est pas. Et je ne comprends pas pourquoi nous ne pourrions pas organiser notre système. Mais la réponse, vous nous l'avez donnée, Madame la ministre. Vous nous avez dit qu'aujourd'hui, les services étaient dans l'incapacité d'informer le lecteur précisément sur la communicabilité des documents. C'est bien tout le problème de cet article 19. Merci, Monsieur le Président. La présidente Delattre. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, comme le dit le président Lafont, il nous faut arbitrer entre deux mécanismes. Même si nous pouvons admettre que votre texte initial n'est pas entièrement à refondre, il ne fait pas consensus. Toutefois, vous pouvez admettre qu'il est quand même inconcevable qu'aucune limite de temps ne soit prévue dans le texte pour les situations exceptionnelles. Si nous l'adoptions en l'état, il serait possible que certains documents ne soient jamais déclassés et n'entrent jamais dans les archives publiques, accessibles aux chercheurs ou bien tout simplement aux citoyens. Je voudrais effectivement présenter mes excuses à la rapporteure parce que nous avons inversé. Donc, l'amendement de repli n'a pas été présenté, mais comme ça, le prochain sur la CADA sera défendu. Mais vous auriez pu au moins consentir à ce que nous mettions d'accord sur cet amendement de repli. Ce n'est pas le cas. Moi, je pense que la version commission des lois n'est pas satisfaisante. En quel cas, je ne voterai pas. Notre groupe ne le votera pas. Nous resterons sur notre proposition d'amendement qui semble ce soir faire consensus. Merci, Président Laurent. Madame la ministre, vous nous avez appelé à traiter le sujet avec sérieux. C'est ce que nous faisons. Et le sérieux appelle la clarté. Alors, vous avez évoqué dans votre intervention, en laissant entendre qu'un panel important d'historiens partageait votre point de vue, vous avez cité 3 associations avec lesquelles vous avez concerté: l'Association des archivistes français, l'Association des historiens contemporanistes de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'Association Josette et Maurice Audin. J'ai sous les yeux le communiqué de presse que ces 3 associations ont publié le 28 juin, autrement dit, il y a 2 jours. Je ne vais pas vous infliger l'intégralité du communiqué, je pense que vous l'avez lu, mais pour que tout le monde soit bien informé, y compris ceux qui nous écoutent, je ne vais lire que 4 phrases de ce communiqué. La première dit la chose suivante. Le Sénat examine à partir de demain l'article 19 de la loi PATR qui est consacré aux archives. L'enjeu est considérable. C'est une fermeture sans précédent de l'accès aux archives publiques qui se dessine avec l'article 19. Deuxième phrase, un peu plus loin. Contrairement à ce que soutient la direction des affaires juridiques du ministère des Armées, l'immense majorité des historiens et des archivistes ne considèrent pas que le texte arrive à un bon équilibre. Ils pensent le contraire. Troisième phrase, nous le disons donc sans détour, nous sommes très inquiets des effets pratiques de ce texte et plus largement de ce qui se joue avec ce projet de loi. Et la phrase de conclusion, les conclusions du rapporteur public devant le Conseil d'État doivent permettre d'amender le texte afin d'éviter que la loi ne soit la première loi de fermeture des archives de l'histoire et que soit créé un régime dérogatoire au droit commun pour les services de renseignement. Et c'est exactement dans ce sens-là que nous vous proposons d'amender le texte. Donc l'immense majorité des historiens et des archivistes vous appelle à modifier le texte et c'est ce qui s'exprime dans les travées aujourd'hui au Sénat. Nous devons le faire ce soir en responsabilité. Merci Madame Benbassa. Les rédacteurs de la loi